voudrais remercier le juge Tomka de cette aimable et exagérément flatteuse présentation et le remercier, comme ses collègues, le juge Bennouna, le juge Chalam, de sa présence. La présence de ces trois juges qui, je crois, m'honorent aussi de leur amitié, est pour moi un très grand honneur et un immense plaisir. Mesdames et messieurs, je vais donc vous parler du flux du multilatéralisme. Le 21 mars 2019, le président Donald Trump écrit sur son compte Twitter « Il est temps pour les États-Unis de pleinement reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, ce qui, ce qui violerait ouvertement le droit international et notamment les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité et des Nations unies. Peu après, l'ambassadeur des États-Unis a déclaré qu'Israël avait le droit de conserver certaines parties de la Cisjordanie. Parce qu'elles émanent de la première puissance mondiale, ces déclarations ne définissent pas simplement, comme n'importe quelle déclaration unilatérale, la conduite qui sera désormais adoptée par son auteur. Elles vont au-delà, en portant un coup profond à l'ordre international lui-même. De telles positions peuvent aussi avoir un effet d'entraînement. Par exemple, on a vu que la décision de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a entraîné de semblables positions de la part d'autres États, violant des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que, selon l'État de Palestine, devant la requête qu'il a présentée devant la Cour internationale de justice récemment, violant, selon lui, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ces exemples, ajoutés à d'autres, ont évidemment un caractère préoccupant pour l'ordre du monde. Cela d'autant plus qu'ils interviennent dans un contexte global d'incertitude, incertitude qui se manifeste en de multiples endroits: montée des populismes, retour de l'antisémitisme, urgence climatique, risques terroristes, cybersécurité, trafic, contestation de la démocratie et de ce que l'on croyait être des acquis sur un certain nombre de questions de société. De manière générale, on sent bien que le temps a passé ou est en train de passer des grands principes issus de la philosophie européenne et occidentale, car le centre de gravité du monde se déplace. Il faut l'admettre, et je pense que M. Védrine vous parlera de cela demain, beaucoup mieux que je ne saurais le faire grâce à son exceptionnelle expérience vécue de la vie internationale, et je n'y insiste donc pas davantage. Mon exposé a pour titre d'abord 1919-2019. Chacun connaît le traité de Versailles avec l'Allemagne du 28 juin 1919 à l'issue de 6 mois de négociations à la conférence de Paris. On retient moins les autres traités avec les alliés de l'Allemagne, dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle la paix de Versailles. L'environnement politique de l'époque fait de 1919 un tournant majeur dans l'organisation du monde, bien au-delà des multiples questions précises et souvent techniques d'ailleurs, qui ont été abordées au cours de ces 6 mois de négociations. L'environnement international et intellectuel est imprégné de l'idée de la paix par le droit dans la suite des conférences de La Haye de 1899 et 1907. Le président américain Wilson a exposé ses vues politiques et morales, à travers ces fameux 14 points qui sont présentés en janvier 1918, donc avant la fin de la guerre,
la personnalité des négociateurs va aussi jouer son rôle. Je n'ai pas le temps de vous faire le portrait de Lloyd George, l'anglais Lloyd George, ou du français Georges Clemenceau. Je dirais seulement un mot du président Wilson, qui fut l'homme clé de la question du multilatéralisme. La SDN est le dernier de ces 14 points. Il est intitulé « Pour des relations justes et morales ». Tout est dit dans cet intitulé. Wilson, ancien président de l'université Princeton, est un intellectuel. Il y a aussi des présidents américains intellectuels, historien et politologue réputé. Ses idées politiques et morales lui sont dictées par son appartenance à l'Église presbytérienne, elle-même d'origine calviniste. À ce titre, Wilson est attaché à la notion de pacte, au sens de l'organisation de la communauté calviniste. Et les 14 points de Wilson peuvent ainsi être analysés comme le pacte qui organise le monde, et les États-Unis sont les élus pour établir l'ordre nouveau qui devra le régir. Et on observera le caractère récurrent de cette position. Le président George Bush, père, avait ainsi défini un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial, plus exactement, un nouvel ordre mondial après la guerre du Golfe de 1991 et à partir des valeurs américaines qui ont constitué le socle. Donc, en 1919, un nouvel ordre international s'établit avec la Société des Nations, première organisation internationale de nature politique, encadrant le multilatéralisme et, d'une certaine façon, le symbolisant. Le pacte, adopté à l'unanimité le 28 avril 1919, sera ensuite inscrit en tête de chacun des traités de la paix de Versailles, dont il constitue pour chacun de ces traités les 26 premiers articles. Au passage, il ne faut pas oublier d'ailleurs la création de l'OIT, établie par la partie 13 du traité de Versailles, et dont c'est ainsi également le centenaire cette année. Je dois maintenant m'expliquer sur le terme de flux du multilatéralisme pendant ces 100 années. Le flux, c'est le mouvement de la mer à marée montante. Le flux, il est normalement suivi du reflux. En sorte que j'aurais pu intituler cette conférence « Flux et reflux du multilatéralisme ». Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne crois pas en un inévitable mouvement de reflux, même si actuellement on parle volontiers, mais à mon avis avec beaucoup d'excès, de la fin du multilatéralisme, de la fin de la mondialisation, que la mondialisation doit être réaménagée, qu'elle doit être mieux maîtrisée, va de soi. Mais quelle qu'elle soit, elle continuera d'exister et de s'appuyer sur des instruments multilatéraux au contenu peut-être différent, mais avec lesquels elle aura partie liée par la force des choses. Quant aux attaques du multilatéralisme lui-même de la part du président Trump, c'est peut-être surtout, après tout, son style qui déroute. Car après tout, il n'est pas nouveau que de temps à autre, les États-Unis n'apprécient que moyennement le multilatéralisme. Il y a toujours un fond de doctrine Monroe chez les Américains. Et puis, je rappelle surtout que, à la suite de l'opposition du Sénat, ils n'entreront pas finalement à la Société des Nations que pourtant Wilson avait directement inspiré, et qu'il leur arrive de s'affranchir des règles du droit international. Je pense notamment au président Clinton pour le Kosovo en 1999, ou au président Bush Jr., naturellement, pour la guerre du Golfe de 2003. Sa présidence en est une illustration assez continue. Et sous réserve des contraintes hollywoodiennes, le film Vice n'est pas dépourvu d'intérêt et je vous conseille de le regarder. L'attachement du président Trump à un unilatéralisme revendiqué et son opposition
au multilatéralisme vont de pair avec une défiance à l'égard des organisations internationales qui en sont aujourd'hui l'expression la plus élaborée. Les États-Unis quittent ou menacent de quitter certaines d'entre elles ou certains organismes internationaux qui en émanent. L'UNESCO, bon, ce qui n'est pas vraiment inédit ni nouveau, ça s'était déjà produit. L'UNRWA, au service des réfugiés palestiniens. Le Conseil des droits de l'homme, ou bien entrave le fonctionnement d'autres institutions, ainsi l'Organisation mondiale du commerce, dont le renouvellement des juges de l'organe d'appel est bloqué par les États-Unis. Il dénonce les accords de Paris sur le climat, le pacte sur les migrations, le traité de libre-échange transpacifique, etc. L'attitude envers l'Iran, y compris les atermoiements qui se sont récemment produits, est extrêmement préoccupante, parce que la paix du monde est en jeu. Elle est difficilement compréhensible, puisque, en définitive, elle consiste d'abord à dénoncer le traité de Vienne de 2015, par lequel l'Iran s'était engagé à ne construire ni posséder d'armes nucléaires, pour ensuite essayer d'obtenir la même chose par une négociation bilatérale assortie de sanctions. Ce n'est pas un succès. On a vu hier que l'Iran reprend son programme d'enrichissement de l'uranium et qu'aujourd'hui, ou hier soir, je ne sais plus, le président Trump a annoncé que de nouvelles sanctions seraient donc déclenchées. Donc nous entrons dans un jeu qui ressemble à la roue du hamster, vous savez, il tourne sans arrêt. M. Trump, au fond, applique le principe d'un ouvrage qu'il a au moins signé en 1987, où est expliquée la technique de négociation du businessman. D'abord, être violent, montrer ses muscles, puis, une fois l'adversaire ébranlé, lui mettre le marché en main. Je ne suis pas certain que l'art de la diplomatie obéisse exactement aux mêmes méthodes. Que faut-il enfin penser de la déclaration sans précédent de John Bolton relative à la Cour pénale internationale? Nous allons interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux États-Unis, nous allons prendre des sanctions contre leurs avoirs dans le système financier américain et nous allons engager des poursuites contre eux. On pourrait assez longtemps continuer une liste dont chaque élément est une mauvaise nouvelle, mais je ne crois pas faire montre d'un optimisme béat en disant qu'il faut analyser et transcender les situations en levant les yeux au-delà de l'immédiat et peut-être aussi en deçà, vers les amplitudes de l'histoire. J'ai souvent dit dans cette salle, souvent utilisé, la métaphore du cliquet. Vous savez, c'est la petite pièce métallique qui empêche une roue crantée de redescendre. Elle avance tout le temps, grâce au cliquet. Et j'ai souvent employé cette métaphore pour dire qu'en dépit de soubresauts, en dépit de retours en arrière, ponctuels finalement, globalement, la roue continue de tourner et globalement, le progrès de se réaliser et globalement, le monde d'avancer. Certes, l'existence de la droite internationale n'a pas empêché certains États de recourir à la force. Toutefois, celle-ci, désormais, n'a pas légitimé l'acquisition des territoires, à la différence de ce qu'on disait il y a une centaine d'années. Certes, des violations des droits de l'homme continuent d'être commises, mais beaucoup d'entre elles, tout de même, sont aujourd'hui réprimées. Certes, la Cour pénale internationale traverse des passes difficiles, mais si des critiques souvent justifiées ont été émises, ces juridictions n'ont pas été inactives. À l'instant où je parle, en ce moment même, la Cour pénale internationale rend un jugement dans l'affaire Bosco Ntaganda, haut responsable des forces patriotiques pour la libération du Congo, accusé de 13 crimes de guerre. J'emprunte à une conférence prononcée récemment à Harvard par le juge Salam sur le thème « Some Reflections on International Law in Changing Times », qui sera, je crois, prochainement publié dans la Harvard Law Review. Je lui emprunte, et
c'est un article d'ailleurs que vous devriez lire quand il sera publié, parce qu'il y a énormément de remarques substantielles, notamment sur la justice pénale internationale. Et je lui emprunte cette observation qu'il y a seulement quelques années, de quoi parlait-on? On parlait de Nuremberg et de Tokyo, c'est tout, et on ne pensait même pas à la possibilité d'une juridiction pénale internationale. Oui, la Commission du droit international travaillait. Elle travaillait depuis 40 ans là-dessus avec une lenteur désespérante qui laissait penser que jamais la chose ne serait faite. Et le bilan des tribunaux spéciaux pour la Yougoslavie et le Rwanda est tout sauf négligeable, même si assurément beaucoup d'autres auteurs de crimes ont échappé aux sanctions. Mais l'existence même d'une juridiction pénale internationale, spéciale ou générale, a eu pour effet de mettre fin à certains excès du principe de souveraineté et des immunités. On pourrait, je pense, multiplier les exemples à l'appui de cette idée de procès global, de progrès global, d'avancée globale et de flux ascendant grâce à l'action multilatérale des États. À cet égard, le multilatéralisme se confond avec le droit international lui-même. Il en est le moyen d'expression, c'est ce que nous verrons d'abord, il en est le moyen d'action, ce que nous verrons ensuite, et il en est finalement l'institution. Le multilatéralisme comme moyen d'expression tout d'abord. Assez curieusement, la technique juridique du traité multilatéral, parce qu'après tout c'est une technique, est apparue tardivement en tant que facilitation consistant tout simplement à inscrire dans un texte unique signé par tous ce qu'auparavant on faisait signer dans des textes bilatéraux distincts et qui se répétaient. Et on s'accorde à considérer que c'est seulement au traité de Paris de 1856, à l'issue de la guerre de Crimée, que fut élaboré le premier véritable traité multilatéral. Alors depuis, la technique s'est développée, et elle est devenue, bien évidemment, la norme pour tous les actes adoptés dans les grandes conférences internationales et les actes élaborés dans le cadre des organisations internationales. Et en ce sens, le multilatéralisme, c'est tout à la fois un instrument et un contenu. Et adhérer au multilatéralisme, c'est avoir une certaine conception de l'ordre international. C'est un acte politique, au sens le plus noble du terme, au service de l'intérêt général. En tant qu'expression d'une politique d'abord, le multilatéralisme se situe, pardonnez-moi ce truisme, par rapport à l'unilatéral et par rapport au bilatéral. À l'égard du premier, il valorise l'ouverture vers une société de l'accord. Par rapport au second, il marque une différence quantitative tout autant que qualitative. Différence quantitative par le nombre d'acteurs, mais surtout qualitative par le type de rapport qu'il induit. Dans leur pratique, d'ailleurs, les diplomates connaissent très bien la différence entre ce qu'ils appellent le bilatéral et le multilatéral et expriment volontiers leur préférence pour l'un ou l'autre qui sont vécus comme deux métiers complètement différents. Ce n'est pas du tout la même chose d'être ambassadeur auprès d'un pays et représentant permanent auprès d'une organisation internationale comme par exemple les Nations Unies. Et en 1648, lorsque sont établis les fondements du droit international moderne, les principes nouveaux qui émergent portent en germe un multilatéralisme qui ne dit pas encore son nom, qui ne fera son entrée que pratiquement 2 siècles plus tard, mais les germes y sont, et notamment sous la forme du principe nécessaire d'égalité. Vous savez, on a même été jusqu'à percer des portes supplémentaires pour permettre à tout le monde d'entrer en même temps dans la salle, éviter qu'il y ait comme ça une succession. Tout le monde pouvait entrer. Égalité, égalité pour tous. Donc, le principe nécessaire d'égalité et son corollaire de la souveraineté, d'où l'expression d'égalité souveraine qui est inscrite 3 siècles plus tard à l'article 2, alinéa 1 de la Charte des Nations Unies. Et l'histoire des relations internationales qui est jalonnée de grands congrès et conférences qui ont, à leur manière, exprimé un multilatéralisme qui ne disait pas toujours son nom, qui n'en avait pas les formes juridiques, mais qui ont constitué à ce moment-là des moments souvent décisifs
de l'aménagement des relations entre les États. Et à cet égard, 1919, c'est bien un tournant. C'est un tournant parce que les principes dégagés par Wilson et la création de la SDN marquent le parachèvement d'un mouvement qui lui-même avait abouti aux deux conférences de La Haye de 1899 et 1907. Et c'est la SDN qui prendra le relais, puisque la troisième conférence, comme vous le savez, n'a pu avoir lieu à cause de la guerre. Le multilatéralisme a permis la prise de conscience de l'interdépendance des États et des peuples. Ça ne signifie pas uniformisation, ça ne signifie pas abandon des traits propres, des cultures de chacun, mais simplement la nécessité d'agir en commun. De ce point de vue, c'est une grave erreur de croire au protectionnisme dans un monde où chacun dépend de tous. Certes, dans une perspective électoraliste, un slogan tel que « America First » marque des points dans une perspective électoraliste. Elle marque des points. Mais c'est une option à très courte vue dans un monde qui est aujourd'hui conçu dans l'intérêt de chacun pour promouvoir les échanges et les coopérations. Et ça suppose évidemment une culture et une disposition d'esprit d'ouverture. Les grandes conférences qui ont été organisées ou qui sont organisées par les Nations Unies sur des problèmes de société ont montré, quelle que soit leur issue, c'était des succès ou des demi-succès, voire des échecs, ont montré qu'il était nécessaire de confronter les cultures, de confronter les visions différentes pour essayer de définir des orientations appropriées. Et ces conférences se sont tenues notamment, pas seulement, mais notamment dans les années 70, à des rythmes d'ailleurs assez variables, et elles ont porté sur l'environnement, l'habitat, la population, les enfants, les femmes, les droits de l'homme, etc., etc. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ce qu'on peut appeler la diplomatie, et ce qu'on appelle d'ailleurs la diplomatie globale, conçue pour se préparer aux contraintes du monde de demain, à ses risques, à ses techniques nouvelles, à sa connectivité croissante, etc. Le multilatéralisme, c'est aussi l'expression de l'intérêt général. De fait, les grands enjeux du monde ne peuvent être traités autrement que dans le cadre multilatéral. Ni un acte unilatéral, quelle que soit la puissance de l'État dont il émane, ni les accords bilatéraux qui ont un champ d'application par essence limité, ne peuvent prétendre traiter des questions du réchauffement climatique, du terrorisme ou de la cybersécurité pour la simple raison que ces phénomènes se moquent des frontières. Le juge Chalam l'explique d'ailleurs aussi dans son article. Ils se moquent des frontières et ils sont par définition dans l'intérêt de tous. Pour l'environnement, on le sait depuis le vieil arbitrage de la fonderie du Trail, ou bien à l'époque de Tchernobyl, le Canard enchaîné, qui est un journal satirique français, avait mis dans la bouche d'un haut fonctionnaire la formule « N'ayons crainte, le nuage s'arrête à la frontière franco-allemande ». Bon, en fait, il n'avait jamais dit ça, et il a poursuivi le journal pour diffamation, il a gagné son procès. Donc il n'avait jamais dit, mais les Français ont été persuadés qu'il l'avait dit, et tout le monde a beaucoup ri de cette histoire de nuage qui s'arrêtait à la frontière, bien évidemment. Alors cette vérité d'évidence fait que s'il y a une solution au réchauffement climatique, à la disparition des espèces vivantes, au mouvement migratoire, etc., elle ne peut venir que de la communauté internationale, par le biais, alors je mets communauté internationale entre guillemets, vous savez bien pourquoi, mais par le biais en tout cas d'actions multilatérales générales. Les accords de Paris du 12 décembre 2015 ont marqué un certain réveil. Réveil de la conscience de l'intérêt général. Malheureusement, les ardeurs de beaucoup d'États se sont émoussées et les positions entêtées de Donald Trump ont causé des dommages et là encore suscité des émules. C'est intéressant tout de même de voir qu'au dernier sommet d'Osaka, le président Bolsonaro du Brésil
ait finalement abandonné son retrait des accords de Paris contre le Mercosur, enfin l'adhésion, ou l'accord plutôt, entre l'Union européenne et le Mercosur. Au fond, il y a eu un deal, là. Mais s'il n'y avait pas eu cette négociation, effectivement, le Brésil suivait l'exemple des États-Unis, ou M. Bolsonaro suivait l'exemple de M. Trump, comme vous voudrez. En dehors du cas particulier de l'environnement, l'intérêt général enrichit le droit international général de règles à caractère objectif, que vous connaissez tous, de normes impératives transcendant la volonté des États pour exprimer une forme de normativité contraignante de valeurs universellement partagées. Dans ces normes fondamentales, tous peuvent se retrouver. Ce sont les obligations erga omnes, ce sont les normes de jus cogens. La fameuse Rolls est enfin, vous savez que l'on prêtait à Ian Brownlee, ou regrettait à Ian Brownlee, la fameuse Rolls est enfin sortie du garage et elle peut rouler sur les avenues du multilatéralisme. Ce sont aussi de grands principes du droit international humanitaire, tels que ceux auxquels la Cour s'est référée dans son avis de 2004 sur le mur, qui trouvent leur origine dans le multilatéralisme et constituent la charpente de l'édifice du droit international, qui trouve ainsi une assise dans les valeurs partagées qu'il met en œuvre. Le multilatéralisme, c'est donc aussi une action. Évoquer toutes les facettes de cette action est évidemment impossible dans le cadre de cette conférence, parce que ça reviendrait plus ou moins à passer en revue l'ensemble des relations internationales elles-mêmes, la sécurité, les alliances, la sécurité collective, le chapitre 7, la légitime défense, etc., etc. Donc il n'en est évidemment pas question. Je n'aborderai donc pas les questions de fond, et je me limiterai simplement à deux aspects concernant les méthodes et les techniques de l'action multilatérale, dont certains éléments sont peut-être moins familiers. Je prendrai deux exemples. La réunion des conférences, d'une part, et la procédure de décision. Bon, très rapidement sur la réunion des conférences, au fil des années et des grandes conférences internationales des Nations Unies, va se développer ce qu'on a appelé la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire faisant de la négociation multilatérale une procédure très particulière et très différente à bien des égards de la négociation bilatérale. L'adoption d'un règlement de la conférence, inspiré de celui de l'Assemblée générale, avec la création d'un bureau à la tête duquel se trouve le président de la conférence, l'établissement de règles de procédure, sont autant d'éléments qui rappellent le droit parlementaire du droit constitutionnel interne. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité qui nous emmènerait beaucoup trop loin, je mentionnerai simplement quelques particularismes procéduraux auxquels on ne prête pas toujours attention. Par exemple, les questions relatives au choix de la conférence diplomatique, qui peut être rendu beaucoup plus difficile à partir du moment où on est dans un cadre multilatéral que bilatéral. Alors, beaucoup plus difficile, d'abord parce qu'on multiplie les difficultés politiques pour se réunir à tel endroit ou à tel endroit, plus auxquelles s'ajoutent naturellement des contraintes matérielles. Quand vous réunissez près de 200 États, dont chacun peut être représenté par plusieurs dizaines de personnes, vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle ville. Il faut trouver une ville où il y a des salles suffisantes pour accueillir la conférence et des capacités hôtelières suffisantes pour loger les gens. Ça limite les possibilités. On peut aussi vouloir se réunir dans des lieux investis ou au contraire dépourvus de charges symboliques. Je reprends l'exemple des conférences de La Haye, c'est très net, c'est très clair. La réunion à La Haye, outre que le tsar Nicolas II était le cousin de la reine Williamine, ce qui peut toujours aider, il était intéressant, quand on lit la circulaire du comte Mourafiev, qu'il avait adressée de la part du tsar à tous les dirigeants européens, c'est-à-dire du monde à l'époque. Je rappelle que les latino-américains ne sont pas encore là en 99, ils seront là en 1907. Donc il écrit en disant faut qu'on aille à La Haye, parce que La Haye c'est une petite ville tranquille, on est loin du bruit, des conflits, c'est calme, c'est bien pour discuter de la paix.
Alors vous verrez qu'en effet, le soir, La Haye est une ville calme, mais je vous laisse imaginer ce qu'était La Haye à la fin du XIXe siècle. C'était certainement, en effet, un endroit extrêmement calme. Et on s'est dit, bon, bah, c'est bien de discuter de la paix à cet endroit-là. Et effectivement, on connaît dans le monde politique la charge des symboles qui permettent de marquer des orientations ou de masquer des obstacles. Quant aux procédures de décision, les conditions de vote sont aussi un marqueur du multilatéralisme. Du temps de la SDN, vous savez que c'était l'unanimité qui prévalait. Chaque État, au nom de la souveraineté, devait pouvoir bloquer la décision. Avec les Nations Unies, la règle de la majorité des 2/3 est retenue pour les questions importantes liées à l'article 18 de la Charte, les autres questions relevant de la majorité simple. Majorité des 2/3 qu'on retrouve à l'article 9 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette règle majoritaire évoque assurément les procédures internes du vote de la loi. Alors une question se pose quant à la qualité de la négociation en fonction des règles d'adoption. Alors certains considéraient, par exemple, du temps de la SDN, que c'est vrai que l'unanimité faisait courir le risque du blocage, mais que ça permettait cependant de parvenir à des textes mieux négociés, puisqu'il fallait arriver à convaincre le dernier opposant pour qu'on puisse finalement voter le texte. On peut dire exactement le contraire. On peut dire que, puisqu'il fallait arriver à l'unanimité, eh bien, pour qu'un texte soit ainsi adopté, il fallait de concession en concession, essayer de faire plaisir à tout le monde, et au fond, arriver à des textes qui étaient relativement imprécis, ou qui reposaient sur des ambiguïtés afin d'être acceptables par tous. Bon, il y avait aussi des arrière-pensées politiques. Vous savez, les Britanniques étaient très favorables à la règle majoritaire parce qu'il y avait tous les dominions qui pouvaient voter avec eux. Alors évidemment, les Français qui n'avaient pas de dominion, eux, ils étaient favorables à l'unanimité. Et donc là aussi, on retrouvait une opposition franco-anglaise dans l'entente cordiale. La règle de la majorité qualifiée, dans les cas les plus importants, c'est finalement imposé aux Nations Unies. Elle se combine avec le mécanisme des réserves, lui-même destiné à favoriser le multilatéralisme, les États étant alors en mesure de souscrire à des actes en dépit de leur opposition à certaines dispositions sur lesquelles ils pourront exprimer des réserves auxquelles d'autres États pourront à leur tour objecter. Vous connaissez bien ce mécanisme. Et c'est ainsi que va se mettre en place un système de plus en plus complexe avec des garanties, les réserves interdites par exemple étant une de ces garanties. La procédure de non-objection, dite du consensus, est également quelque chose qui fait partie de la question. Je n'y insiste pas davantage. Si j'avais le temps, je vous raconterai l'histoire, comment s'est dégagé à l'origine ce consensus en 1964, parce que les Soviétiques ne voulaient pas, non plus que les Français d'ailleurs, payer leur note aux Nations Unies. Ce que j'observe en terminant sur ce point, c'est que, de toute façon, quelle que soit la procédure d'adoption, évidemment, ça ne change rien à la valeur juridique des textes. Une résolution de l'Assemblée générale reste un texte à valeur recommandatoire, qu'elle soit adoptée à la majorité, à l'unanimité, par consensus ou n'importe. Dernier point, le multilatéralisme comme institution. Je prends l'exemple de la Cour internationale de justice. Je prends le terme d'institution au sens de l'italien Santo Romano, qui, au début du siècle dernier, voyait dans l'institution un ordre juridique. C'est comme ça que je le comprends. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de prendre l'exemple de la Cour internationale de justice, alors que quand on parle d'institutionnalisation du multilatéralisme, on pense naturellement aux organisations internationales, à toutes les organisations internationales dans lesquelles en effet, le multilatéralisme se fixe, s'institutionnalise. Moi, je prends l'exemple de la Cour pour un peu sortir des habitudes. Si le XIXe siècle a été qualifié de siècle des congrès et conférences, le multilatéralisme de l'époque était complètement dépourvu de structures organiques. Et le XXe siècle, à cet égard, marque sa différence. C'est le siècle,
on a souvent dit, des organisations internationales, avec un ordre international qui va se déployer et dans lequel va s'incarner finalement le multilatéralisme moderne. Alors la Cour internationale n'est en effet pas l'institution à laquelle on pense d'abord dans ce genre de démarche. Pourtant, à mon avis, elle occupe une place majeure dans la vision juridique et dans la mise en œuvre du multilatéralisme. Ceci, à mon avis, se manifeste sous deux angles que j'examine rapidement. Sous l'angle de la compétence, d'une part, et sous l'angle des effets du jugement, d'autre part. À l'heure où nous parlons, en ce qui concerne la compétence, à l'heure où nous parlons, le développement de la Cour et du recours au juge, par conséquent, est tout à fait remarquable. Le plus souvent, sur la base de clauses de juridiction, les saisines par compromis sont beaucoup plus rares. C'est un signe favorable. Ça prouve que les États ont pris soin d'inclure de telles clauses dans des traités qu'ils concluent, ou ça prouve aussi qu'ils ont souscrit à la clause d'acceptation de la juridiction obligatoire, ce qu'on appelle la clause Fernandez, de l'article 36, paragraphe 2 du statut, bien que celle-ci ne rencontre pas le succès qu'elle avait du temps de la Cour permanente. Mais enfin, à la date du 1er janvier 2018, on trouve tout de même 73 États qui ont souscrit à la clause. Ce n'est pas si mal. Encore, et naturellement, faut-il examiner le contenu des réserves dont ils ont pu assortir leur acceptation de la juridiction, sachant que la Cour l'appréciera finalement sur la base du plus petit dénominateur commun. Enfin bon, avec la limite de la réciprocité, enfin vous connaissez la jurisprudence des emprunts norvégiens. On doit aussi noter que, malheureusement, un seul parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir le Royaume-Uni, un seul est resté attaché à la clause facultative de juridiction obligatoire. La France a en effet retiré sa déclaration après l'arrêt de 1974 sur les essais nucléaires, tout en disant que ça n'avait rien à voir, que c'est une pure coïncidence que retire sa déclaration, mais ce n'est pas du tout parce qu'elle est fâchée contre la Cour, c'est juste une coïncidence de date. Et les États-Unis, eux, ont pu franchement retirer la leur au lendemain de l'affaire des activités militaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986. La Chine et la Russie n'y ayant, comme on le sait, jamais souscrit. Alors certes, les saisines par compromis, beaucoup moins fréquentes, comme je l'ai dit, présentent un avantage dans la mesure où, par principe, elles évitent le ralentissement des procédures, puisque normalement, il n'y a pas de contestation de la compétence de la Cour ou de recevabilité de la demande. Normalement, les deux États sont d'accord pour aller devant la Cour, donc ils y vont. Au contraire, un État attrait par voie de requête, naturellement, va chercher à se dégager par contestation de la compétence ou de la recevabilité. Cependant, quels que soient les inconvénients du ralentissement du règlement d'indifférence, je pense qu'une généralisation de la souscription à la clause facultative de règlement obligatoire constitue une solution doublement gagnante. D'abord en ce qu'elle permet de régler des catégories entières de différents, toujours sous réserve des réserves, enfin des catégories de règlement des différents ordres juridiques sur la base du droit appliqué par la plus haute juridiction au plan mondial, ce qui, on en conviendra, reste tout de même la meilleure manière de faire. Ensuite, la solution me paraît gagnante d'un point de vue que je dirais macro-juridique, si je puis employer cette expression, en voulant dire par là que tout ce qui contribue à favoriser le recours à la Cour internationale de justice est positif pour la société internationale dans son ensemble, par le renforcement de la charpente juridique qui en résulte. Et de même que l'état de droit en droit interne, il ne peut se concevoir sans un accès généralisé aux juges, l'établissement de la société internationale de droit à laquelle nous aspirons implique la même démarche. Et on comprend donc le rôle décisif que peut jouer la Cour dans l'intérêt global, bien au-delà de celui des partis indifférents. Et de ce point de vue-là, à mon avis, l'intérêt de l'article 36, paragraphe 2 est considérable. Un mot maintenant, enfin, sur les effets des décisions. Certes, la Cour a pour mission
de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, c'est l'article 38 du statut, et en conséquence, ces décisions ne sont obligatoires que pour les parties au litige, dans le cas qui a été décidé, c'est, vous le savez, l'article 59. Le juge est soumis à des exigences de cohérence et de continuité dans sa jurisprudence, qui créent la sécurité juridique qui est attendue par tout plaideur et qui garantissent la confiance des États, sans même que s'applique la règle du précédent et du stare decisis qui n'ont pas été transposés en droit international. La Cour assure cette continuité et fait ainsi bénéficier les États de ce qu'on pourrait appeler un principe de prévisibilité, non pas quant à la solution qui sera donnée, personne n'en sait rien, mais quant aux règles de droit applicables. Cette exigence de prévisibilité est particulièrement importante dans ce droit souvent incertain et elle est absolument nécessaire au maintien de la confiance des États. Cette forme de continuité n'est pas la seule référence à ce qui a été jugé, mais aussi la projection vers un futur possible. La Cour, par la force des choses, construit le droit, si je puis dire. Ce n'est pas sa mission, mais par la force des choses, elle le fait, de fait. Et en cela, elle remplit une mission qui va largement au-delà du strict règlement d'indifférent qui lui est soumis, sans devoir pour autant être risqué d'être accusé de gouvernement des juges. Néanmoins, la Cour internationale de justice se montre généralement d'une grande prudence dans l'identification des règles de droit nouvelles, en dépit de certaines audaces. Le cas de l'avis consultatif de 1996 sur la licée de l'arme nucléaire est à cet égard assez significatif. Outre ces importantes considérations de fond, qui constituent autant de bornes à une action créatrice du droit, la Cour peut se trouver prise dans une forme de conflit entre son incontestable action générale et globale de faiseuse de droit et sa fonction première et ciblée de trancher un cas précis qui l'oblige à une double prudence par rapport, on l'a vu, avec ce qui a déjà été jugé, et donc à une nécessité de cohérence, et aussi par rapport à ce qui serait un jour susceptible d'être décidé dans une affaire comparable, pour laquelle la position prise aujourd'hui pourrait demain présenter des inconvénients. Ma conclusion de tout cela tient en une phrase. Regardez-vous, le multilatéralisme, c'est vous. Je vous remercie.